En entrant dans un café, un millionnaire est resté paralysé en voyant chez la serveuse la solution à un problème que 50 ingénieurs n'avaient pas réussi à résoudre. Il s'est approché d'elle et le café du matin s'échappait en volutes parfumées de la machine espresso, mais Anaïs Dubois n'avait pas le temps d'en savourer l'arôme. 6 heures du matin, et déjà le petit café du quartier latin bourdonnait d'une activité fébrile. Les étudiants de la Sorbonne, les touristes matinaux et les habitués du quartier se pressaient au comptoir, réclamant leur dose quotidienne de caféine, 2 expressos et un cappuccino pour la table 3, lança Pierre, le patron depuis la cuisine. Anaïs attrapa le plateau d'un geste fluide, ses cheveux châtains attachés en chignon serré pour éviter qu'ils ne tombent sur son visage. À 28 ans, elle avait perfectionné l'art de naviguer entre les tables bondées sans renverser une seule goutte. Ses gestes étaient imprécis, calculés, comme si elle résolvait une équation complexe à chaque mouvement. « Voilà, messieurs, dames », dit-elle en déposant les tasses avec un sourire professionnel. « Autre chose pour vous ?» Le couple de touristes américains la remercia dans un français approximatif. Et Anaïs leur répondit en anglais parfait, ce qui les surprit agréablement. Pierre avait de la chance de l'avoir trouvée. Une serveuse qui parlait 4 langues. C'était rare dans ce quartier. Ce que Pierre ignorait, c'est qu'Anaïs Dubois était diplômée de la Sorbonne Université, avec mention très bien en ingénierie mécanique, que ses mains, qui servaient les maintenants des cafés, avaient autrefois dessiné des plans d'une précision chirurgicale, que son cerveau, qui calculait aujourd'hui les additions et les pourboires, avait jadis résolu des problèmes de thermodynamique qu'il laissait de ses professeurs pantois. Mais ça, c'était avant Loïc, avant la trahison, avant que sa vie ne bascule. « Anaïs, la machine déconne encore !» cria Pierre depuis le comptoir. Elle soupira et s'approcha de la machine espresso italienne, une antiquité capricieuse qui rendait l'âme au moins 3 fois par semaine. Pierre avait appelé plusieurs réparateurs, mais personne n'arrivait à identifier le problème récurrent. Anaïs s'agenouilla et ouvrit le panneau arrière. Ses doigts explorèrent les circuits internes avec une familiarité troublante. Elle n'était plus une ingénieure, se répétait-elle, juste une serveuse qui avait appris par nécessité à bricoler. Le problème, c'est un reflux de pression dans le circuit hydraulique, murmura-t-elle pour elle-même, ajustant une valve défectueuse. Le système ne peut pas évacuer correctement quand la température dépasse 90 degrés. En quelques minutes, la machine ronronnait de nouveau parfaitement. Pierre la regardait avec admiration, comme toujours après ses miracles techniques. « Tu es un génie, ma petite. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Un génie, le mot résonna amèrement dans sa tête. Elle avait été un génie, effectivement. Le genre d'étudiante dont les professeurs disaient dès qu'elle révolutionnerait l'industrie. Le genre de femme qui avait décroché un stage chez Technogène, l'une des entreprises les plus prestigieuses de France. C'est là qu'elle avait rencontré Loïc Bernard. Loïc, avec son sourire charmeur et ses ambitions démesurées. Loïc, qu'il avait épousé par calcul, espérant que son talent déteindrait sur sa propre carrière médiocre. Loïc, qui avait supporté son succès croissant tant qu'il pouvait s'en attribuer le mérite, mais quand Anaïs était tombée enceinte d'un autre homme, quand elle avait voulu quitter Technogène pour recommencer sa vie, Loïc avait montré son vrai visage. « Tu crois que tu peux me quitter comme ça ? Tu crois que tu peux tout détruire et repartir de zéro ?» avait-il craché ce jour-là dans le bureau du directeur général. Les documents falsifiés étaient apparus comme par magie, des copies de ses projets les plus brillants, modifiés pour faire croire qu'elle avait plagié des travaux antérieurs, des témoignages de collègues soudoyés ou intimidés, un dossier si bien ficelé qu'elle n'avait aucune chance de prouver son innocence. « Signe cet accord et je ne porte pas plainte », avait dit Loïc avec un sourire glacial. « Tu disparais de l'ingénierie et je garde cette histoire pour moi. » Enceinte de 8 mois, sans ressources pour se défendre, Anaïs avait signé. Elle avait accepté de devenir invisible, de laisser son nom se ternir dans les couloirs de Technogène. Pour protéger Clara, pour lui donner une chance de naître dans un monde où sa mère ne serait pas traînée devant les tribunaux. « Maman !» La voix de Clara la ramena au présent. Sa fille de 7 ans venait d'entrer dans le café. Son cartable Hello Kitty sur le dos, ses cheveux blonds bouclés encore ébouriffés par la nuit. Anaïs s'agenouilla pour être à sa hauteur et signa rapidement. « Bonjour ma chérie, tu as bien dormi ?» Clara hocha la tête avec enthousiasme et signa en retour. « Oui, et toi, tu as réparé la machine magique. » La machine magique était le surnom que Clara avait donné à la machine espresso, pour elle.
Sa mère était une fée capable de réparer tout ce qui était cassé. Si seulement elle savait à quel point sa propre mère était brisée. Oui, elle marche parfaitement maintenant, signa Anaïs avec un sourire. Va t'asseoir à notre table, je t'apporte ton chocolat chaud. Clara était née sourde, une déficience génétique rare qui nécessitait une intervention chirurgicale coûteuse pour être corrigée. 150 000 €, une somme astronomique pour une serveuse qui gagnait le SMIC, Anaïs avait consulté tous les spécialistes de Paris, l'opération était possible, mais il fallait la faire avant les 10 ans de Clara pour que son cerveau puisse s'adapter à l'implant cochléaire. 3 ans. Il lui restait 3 ans pour rassembler cet argent. Anaïs, tu peux prendre la commande de la table 5, demanda Pierre, en sortant de la cuisine. Elle acquiesça et se dirigea vers la table où un homme élégant consultait ses emails sur son téléphone. La quarantaine, costume sur mesure, une aura de pouvoir qui dénotait dans l'ambiance bohème du café, probablement un businessman perdu dans le quartier. « Bonjour, que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle poliment. L'homme leva les yeux et elle remarqua immédiatement ses traits tirés, ses cernes profonds. Il avait l'air épuisé, comme quelqu'un qui portait le poids du monde sur ses épaules. Un expresso, s'il vous plaît, et vous avez quelque chose à grignoter? Nous avons des croissants frais, des muffins ou des tartines beurrées. Un croissant alors. Anaïs s'apprêtait à repartir quand elle entendit la machine espresso faire un bruit suspect, un grondement sourd qu'elle reconnut immédiatement. « Excusez-moi un instant », dit-elle au client. Elle se précipita vers la machine et ouvrit de nouveau le panneau. Le problème était plus complexe cette fois. Une surchauffe du système de vapeur qui risquait d'endommager définitivement le mécanisme. Ses mains bougèrent avec une précision chirurgicale, ajustant les pressions, recalibrant les températures. Elle murmurait des calculs thermodynamiques sous sa brette, complètement absorbée par son travail. « Fascinant », dit une voix derrière elle. Elle se retourna. L'homme au costume l'observait avec un mélange de curiosité et d'admiration. « Excusez-moi », dit-elle en se relevant. « Votre diagnostic. Vous avez parlé de reflux de pression dans le circuit hydraulique. C'est exactement le type de problème que nous rencontrons dans nos systèmes industriels. » Anaïs sentit son cœur s'accélérer. Elle s'était laissée emporter. Avait oublié qu'elle n'était plus censée connaître ces choses-là. « J'ai appris en regardant les réparateurs, » bégaya-t-elle. L'homme sourit, mais son regard restait perçant. « Permettez-moi de me présenter, Maxime Chevalier, PDG de Chevalier Industries. Et vous n'êtes pas qu'une simple serveuse, n'est-ce pas ?» Le nom résonna dans sa tête comme une explosion. Maxime Chevalier, elle avait lu des articles sur lui dans la presse spécialisée. Avant, un génie de l'industrie, un innovateur respecté. Je suis désolée, mais je dois servir d'autres clients, dit-elle en reculant. Attendez, dit-il en se levant. J'ai une proposition à vous faire, une proposition qui pourrait changer votre vie. Anaïs regarda Clara, qui colorait tranquillement à sa table. Inconsciente du fait que sa mère venait peut-être de croiser le chemin de son destin, Maxime Chevalier quitta le petit café du quartier latin avec l'image de cette serveuse gravée dans sa mémoire, ses gestes précis, sa connaissance technique instinctive, la façon dont elle avait diagnostiqué le problème sans hésitation. Il y avait quelque chose de familier dans cette expertise, quelque chose qui résonnait étrangement en lui. Sa Bentley l'attendait au coin de la rue, moteur au ralenti. Henri, son chauffeur depuis 15 ans, lui ouvrit la portière avec un sourire discret. « Monsieur Chevalier, votre rendez-vous de 9h avec les investisseurs vous attend. » Maxime s'installa sur la banquette en cuir et ferma les yeux. 9h, la réunion qui allait décider du sort de Chevalier Industries, 30 années de travail acharné, d'innovation, de réussite. Tout cela pouvait s'effondrer en une matinée. Henri, détour par l'usine avant les bureaux. Je veux voir l'état des machines une dernière fois. Bien sûr. Monsieur, tandis que la voiture traversait Paris, Maxime repensa aux 8 derniers mois d'enfer. Tout avait commencé par un petit dysfonctionnement dans la nouvelle ligne de production de composants électroniques, un défaut si minime que les premiers tests ne l'avaient pas détecté. Mais ce petit défaut avait provoqué une réaction en chaîne catastrophique. Les premiers appels étaient arrivés 6 semaines après la mise sur le marché, des téléphones qui surchauffaient, des ordinateurs qui plantaient, des systèmes automobiles qui présentaient des défaillances. Puis les procès avaient commencé à pleuvoir, les assurances avaient refusé de couvrir les dommages, invoquant une clause de négligence technique.
En 8 mois, Chevalier Industries avait perdu 80 millions d'euros. « Nous voilà arrivés, monsieur », annonça Henri en s'arrêtant devant les grilles de l'usine de Boulogne-Billancourt. Maxime traversa les ateliers d'un pas lourd. Les machines étaient silencieuses depuis 3 semaines. Faute de commandes, les ouvriers avaient été mis en chômage technique. Seule une équipe d'ingénieurs continuait à chercher désespérément la source du problème. « Monsieur Chevalier », l'interpella Marc Rousseau, son directeur technique. « Nous avons les résultats du 5e audit. » Marc avait les traits tirés de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Comme tous les ingénieurs de l'équipe, il était rongé par l'échec de ne pas identifier la cause des dysfonctionnements. « Et alors ?» demanda Maxime, même s'il connaissait déjà la réponse. « Rien, comme les 50 analyses précédentes. Les machines fonctionnent parfaitement en laboratoire. Les matériaux respectent toutes les normes. Les processus de fabrication sont irréprochables, mais dès que nous lançons la production en série, tout part en vrille. » Compléta Maxime avec amertume. Il avait engagé les meilleurs experts de France, des ingénieurs de Polytechnique, des spécialistes de renommée internationale, des consultants qui facturaient 1000 € de l'heure. Tous avaient échoué, 50 des cerveaux les plus brillants du pays, et aucun n'arrivait à résoudre ce mystère technique. « Monsieur, il faut que je vous dise… » Marc hésita. « J'ai reçu un appel de Technogène ce matin. Il propose de racheter nos brevets et notre chaîne de production pour 20 millions. 20 millions. Un dixième de la valeur réelle de l'entreprise, une offre de vautours qui profitait de leur détresse. Hors de question, gronda Maxime. Je préfère couler avec le navire que de le vendre à ces charognards. Son téléphone vibra, un SMS de son avocat, audience à 14h pour la garde de Julien. Hélène a déposé de nouveaux éléments. Situation compliquée, Maxime sentit ses épaules s'affaisser, comme si la crise de l'entreprise ne suffisait pas. Il devait aussi se battre pour garder son fils. Hélène Dumas était une redoutable avocate spécialisée en droit des affaires. Leur mariage avait duré 10 ans, mais elle n'avait jamais vraiment accepté que Maxime considère son entreprise comme sa priorité absolue. Le divorce, 3 ans plus tôt, avait été un véritable carnage juridique. Depuis, elle menait une guerre impitoyable pour obtenir la garde exclusive de Julien. Ses arguments étaient simples. Maxime était un père absent, obsédé par son travail, incapable de fournir la stabilité émotionnelle dont un adolescent avait besoin. Et maintenant, avec l'entreprise au bord de la faillite, elle tenait son meilleur argument. « Marc, je dois filer. Continuez les recherches. On ne lâche rien. » Maxime regagna sa voiture et donna l'adresse du cabinet Durand & Associés. Pendant le trajet, il appela Julien. « Salut papa !» répondit la voix de son fils. Un peu froide. « Salut champion, ça va le lycée ?»« Ça va, maman m'a dit que tu avais encore une réunion importante aujourd'hui. »« Encore. » Le mot était lourd de reproches. Combien de fois avait-il annulé un dîner, raté un match de foot, reporté un week-end à cause d'une réunion importante? « Jules, tu sais que tout ce que je fais, c'est pour nous, pour notre avenir. Je sais, papa, mais parfois, j'aimerais juste que tu sois là. » La communication se coupa sur ces mots qui transpercèrent le cœur de Maxime. À 16 ans, Julien était devenu un jeune homme intelligent et sensible. Trop intelligent pour ne pas comprendre que son père était en train de perdre la bataille sur tous les fronts, le cabinet Durand & Associés occupait un immeuble haussmannien prestigieux près de l'Opéra. Maître Durand, un homme de 60 ans aux cheveux argentés, accueillit Maxime dans son bureau lambrissé. « Maxime, je ne vais pas y aller par 4 chemins. » Hélène a renforcé son dossier. Les articles de presse sur les difficultés de votre entreprise. Les témoignages d'employés sur vos horaires impossibles. Et maintenant cette histoire de faillite imminente. Ce ne sont que des rumeurs, protesta Maxime. Peut-être, mais devant un juge, ça fait très mauvais effet. Hélène argumente que vous êtes dans une phase de déni, que vous refusez d'admettre l'échec de votre entreprise, et que cette instabilité psychologique est néfaste pour Julien. Maxime se laissa tomber dans le fauteuil en cuir. Tout s'effondrait en même temps. L'entreprise qu'il avait bâtie de ses mains, sa relation avec son fils, sa réputation, 30 ans de sa vie qui partaient en fumée. « Combien de temps j'ai ?» demanda-t-il. « Pour l'entreprise ou pour Julien ?»« Les deux. Pour l'entreprise, d'après vos comptables, vous avez environ 30 jours avant la liquidation judiciaire obligatoire. Pour Julien, le juge rendra sa décision dans 6 semaines. Mais je dois vous dire, Maxime, sans un miracle, vous allez perdre sur les 2 tableaux. » Un miracle? Maxime repensa à cette serveuse du café, à ses gestes précis,
à sa connaissance instinctive des systèmes hydrauliques, quelque chose dans ses yeux lui avait rappelé. Quoi exactement? Il ne savait pas, mais une petite voix lui disait qu'il venait peut-être de croiser son miracle. « Maître, reportez l'audience de 2 semaines. Dites que j'ai besoin de temps pour stabiliser la situation de l'entreprise. Maxime, vous pensez vraiment pouvoir? Faites-moi confiance. J'ai peut-être trouvé la solution. » Maxime quitta le cabinet avec une détermination nouvelle. Il avait 30 jours pour sauver son entreprise et 6 semaines pour garder son fils. Tout reposait maintenant sur cette mystérieuse serveuse qui réparait les machines espresso avec la précision d'une ingénieure. Il sortit son téléphone et appela Henri. « Henri, retour au quartier latin. » Et cette fois, on ne repart pas sans réponse. Tandis que la Bentley traversait de nouveau Paris, Maxime sentit renaître en lui un sentiment qu'il avait presque oublié. L'espoir, peut-être que son intuition était juste. Peut-être que cette femme était effectivement la clé de tout, il fallait qu'elle le soit, il n'avait plus le choix. Lorsque Maxime poussa de nouveau la porte du petit café, l'après-midi touchait à sa fin, les rayons dorés du soleil d'automne filtraient à travers les vitres, créant une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec la tension qui l'habitait. Anaïs essuyait le comptoir, ses gestes mécaniques trahissant une préoccupation profonde. Elle avait passé la journée à repenser à leur échange du matin, à ce regard perçant de Maxime Chevalier qui semblait voir à travers elle. Pierre était parti faire les courses, et Clara dessinait tranquillement à sa table habituelle, ses crayons de couleur étalés devant elle. « Bonjour », dit Maxime en s'approchant du comptoir. Anaïs leva les yeux, surprise mais pas vraiment étonnée de le revoir. « Monsieur Chevalier, vous reprenez un expresso ?»« Non, merci. Je suis venue pour vous parler. » Le ton était direct, sans détour. Anaïs sentit son cœur s'accélérer. Elle jeta un coup d'œil vers Clara, qui continuait de dessiner, absorbée par son univers coloré. « Je vous écoute », dit-elle prudemment. Maxime regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls. « Ce matin, vous avez diagnostiqué un problème de reflux de pression hydraulique en quelques secondes, le genre de diagnostic que mes ingénieurs mettent des heures à établir. Je vous ai dit, j'ai appris en regardant. » « Arrêtez, » l'interrompit-il gentiment. « Nous savons tous les deux que c'est faux. Votre façon de parler de thermodynamique, vos gestes quand vous manipulez les circuits. Vous êtes ingénieur. » Anaïs sentit le piège se refermer. Elle posa son torchon et croisa les bras, adoptant une posture défensive. « Même si c'était le cas, en quoi cela vous concerne-t-il? Parce que j'ai besoin de vous. » La simplicité de cette déclaration la désarçonna. Maxime s'appuya contre le comptoir, et elle put voir de près la fatigue qui marquait ses traits. « Mon entreprise est au bord de la faillite à cause d'un problème technique que personne n'arrive à résoudre. 50 ingénieurs, les meilleurs de France, ont échoué. Mais ce matin, en vous voyant réparer cette machine, j'ai eu l'intuition que vous pourriez être la solution. »« Vous ne me connaissez même pas, » protesta Anaïs. « C'est vrai, mais parfois, l'instinct vaut mieux que tous les CV du monde. » Anaïs regarda de nouveau Clara. Sa fille avait cessé de dessiner et les observait, intriguée par cette conversation en français qu'elle ne pouvait pas suivre. « Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Que vous veniez examiner nos chaînes de production. Que vous nous disiez ce que 50 experts n'ont pas su voir. » Et en échange, Maxime hésita un instant, puis plongea ses yeux dans les siens. 5 millions d'euros. Anaïs faillit lâcher le verre qu'elle tenait. 5 millions, plus de 30 fois ce qu'il lui faudrait pour l'opération de Clara. De quoi assurer l'avenir de sa fille, lui offrir les meilleures écoles, les meilleurs soins. Vous plaisantez? Jamais été plus sérieux de ma vie. 5 millions si vous trouvez la solution, mais il y a des conditions. Anaïs déglutit difficilement. C'était trop beau pour être vrai. Il devait y avoir un piège. Lesquels? Discrétion absolue. Personne ne doit savoir qui vous êtes, ni ce que vous faites chez Chevalier Industries. Vous travaillerez la nuit, quand l'usine est vide. Et si vous trouvez la solution, vous disparaissez de nouveau. Pas d'interview, pas de reconnaissance publique, rien. La discrétion, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Rester invisible, protéger Clara de son passé, éviter que Loïc apprenne qu'elle travaillait de nouveau dans l'ingénierie. Pourquoi cette discrétion? Demanda-t-elle, méfiante. Parce que si mes concurrents apprennent que je fais appel à une consultante externe, ils vont hurler à l'amateurisme.
Ma réputation est déjà assez entamée comme ça. Anaïs réfléchit rapidement. 5 millions d'euros, l'opération de Clara, sa liberté financière, mais aussi le risque de se faire découvrir, de voir son passé ressurgir, de mettre sa fille en danger. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle finalement. « Bien sûr, mais je dois vous dire, j'ai 30 jours pour sauver mon entreprise. Après ça, il n'y aura plus rien à sauver. » Maxime posa une carte de visite sur le comptoir. « Mon numéro personnel. Appelez-moi avant demain soir si vous acceptez. » Il se dirigea vers la sortie. Puis se retourna. « Au fait, comment vous appelez-vous ? Anaïs ? Anaïs Dubois ? Eh bien, Anaïs Dubois, j'espère que vous allez dire oui, pour nous deux. » Après son départ, Anaïs resta immobile derrière son comptoir, fixant la carte de visite. Clara s'approcha d'elle et tira sur son tablier. « Maman, qui c'était ce monsieur ?» signa-t-elle. « Personne d'important, ma chérie. » Signa Anaïs en retour, tout en sachant que c'était un mensonge. Le soir, après avoir couché Clara, Anaïs s'installa à sa petite table de cuisine avec son ordinateur portable. Elle chercha des informations sur Chevalier Industries et sur Maxime Chevalier. Ce qu'elle découvrit la troubla profondément. L'entreprise était effectivement en crise majeure. Les articles de presse parlaient de défauts inexpliqués, de rappels en série, de procès en cours, mais ce qui l'interpella le plus, c'était la photo de Maxime en une du Figaro Économie. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, quelque chose qui lui donnait une sensation de déjà-vu troublante. Mais elle avait beau chercher dans sa mémoire, elle ne trouvait pas où elle avait pu le rencontrer. Elle découvrit aussi qu'il était divorcé, père d'un adolescent de 16 ans, et qu'il se battait pour la garde de son fils. Un homme brisé. Comme elle, un homme qui luttait pour protéger ce qu'il avait de plus cher. Vers minuit, elle prit sa décision. Elle composa le numéro inscrit sur la carte. « Maxime Chevalier », répondit une voix fatiguée après la première sonnerie. « C'est Anaïs Dubois. » Un silence, puis « Vous acceptez ?»« Oui, mais j'ai des conditions supplémentaires. Je vous écoute. Je ne viens que la nuit. Entre minuit et 6 heures du matin. Personne ne doit me voir entrer ou sortir de vos locaux. Et si quelqu'un me demande qui je suis, vous dites que je suis une consultante externe anonyme ? D'accord, autre chose. Si je trouve la solution, je veux la moitié de l'argent immédiatement, l'autre moitié dans 3 mois. Et je veux un contrat qui protège mon anonymat à vie. Pas de problème. Quand pouvez-vous commencer ? Demain soir, minuit précise. Parfait. Je vous enverrai l'adresse et les codes d'accès par SMS, Anaïs. Oui, merci. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Après avoir raccroché, Anaïs resta assise dans sa cuisine, réalisant qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle s'était juré de ne jamais franchir. Elle allait redevenir ingénieure, ne serait-ce que temporairement. Elle allait remettre les pieds dans un monde qui l'avait trahie et détruite. Mais pour Clara, pour l'entendre dire « maman » de sa propre voix, elle était prête à affronter tous les démons de son passé. Elle regarda la photo de sa fille sur son bureau, cette petite fille courageuse qui affrontait le silence avec tant de grâce. « Maman va te donner des oreilles, ma chérie », murmura-t-elle. Même si pour ça, elle doit vendre son âme au diable. Minuit sonnait au clocher de Paris, quand Anaïs arriva devant les grilles de Chevalier Industries. L'usine de Boulogne-Billancourt dormait sous les réverbères, ses bâtiments industriels dressant leurs silhouettes massives contre le ciel étoilé. Seules quelques fenêtres brillaient encore dans les bureaux administratifs. Elle avait confié Clara à Madame Dubois, sa voisine du dessus, une retraitée bienveillante qui gardait parfois sa fille quand Anaïs travaillait des horaires impossibles au café. Une formation de nuit pour un nouveau poste ? Avait-elle menti ? Détestant chaque mot de ce mensonge nécessaire, le code d'accès que Maxime lui avait envoyé fonctionna parfaitement. Les grilles s'ouvrirent silencieusement et Anaïs pénétra dans l'enceinte de l'entreprise, son cœur battant à tout rompre. Cela faisait 8 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds dans une usine. 8 ans qu'elle n'avait pas respiré cette odeur caractéristique de métal, d'huile et d'électricité qui avait jadis été son univers. « Vous êtes ponctuelle », dit une voix derrière elle. Elle se retourna et découvrit Maxime qui sortait de l'ombre d'un hangar. Il portait un jean et un pullover sombre. Loin de l'élégance de son costume du matin, dans cette tenue décontractée, il paraissait plus accessible, presque vulnérable. « J'ai toujours été ponctuelle », répondit-elle simplement. « Suivez-moi, je vais vous montrer les lignes de production. » Ils traversèrent l'usine déserte.
leurs pas résonnant sur le béton poli. Maxime lui expliquait l'organisation des ateliers, les différentes étapes de fabrication, les contrôles qualité. Sa voix trahissait une passion intacte pour son métier, malgré la crise qui ravageait son entreprise. « Voilà le cœur du problème », dit-il, en s'arrêtant devant une chaîne de montage complexe. Cette ligne produit nos composants électroniques de nouvelle génération. En laboratoire, tout fonctionne parfaitement, mais dès que nous lançons la production en série, les défauts apparaissent, compléta Anaïs. Elle s'approcha des machines, ses yeux balayant les circuits, les convoyeurs, les stations de montage. Instinctivement, ses mains se mirent à explorer les mécanismes, comme un pianiste qui retrouve son clavier après des années d'absence. « Parlez-moi des symptômes exacts », dit-elle en ouvrant un panneau de contrôle. Surchauffe des composants après 6 à 8 heures d'utilisation, dysfonctionnements aléatoires des circuits, parfois des court-circuits complets, mais le plus étrange, c'est que les défauts n'apparaissent que sur certaines séries. D'autres fonctionnent parfaitement. Anaïs fronça les sourcils. Ce type de problème intermittent était le plus difficile à diagnostiquer. Elle examina les données de production affichées sur les écrans de contrôle, notant mentalement les variations de température, de pression, de vitesse. « Vous avez les rapports des 50 audits ?» demanda-t-elle. « Dans mon bureau, vous voulez les consulter ?»« Absolument, mais d'abord, je veux comprendre le processus de fabrication dans ses moindres détails. » Pendant les 2 heures suivantes, Maxime lui fit visiter chaque section de l'usine. Anaïs posait des questions précises, techniques, qui révélaient une connaissance approfondie de l'ingénierie industrielle. Plus elle parlait, plus Maxime était convaincu d'avoir fait le bon choix. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont elle appréhendait les problèmes techniques. Ses mains semblaient posséder une intelligence propre, détectant les anomalies que l'œil ne voyait pas. Plusieurs fois, elle s'arrêta devant une machine pour l'écouter, comme si elle comprenait son langage secret. « Vous avez étudié où ?» demanda-t-il, pendant qu'elle examinait un système de refroidissement. « Sorbonne, ingénierie mécanique », répondit-elle sans lever les yeux de son travail. « Mention. Très bien. Et vous avez fini serveuse dans un café. Pardonnez-moi, mais ça me semble improbable. » Elle se redressa et le regarda droit dans les yeux. « La vie n'est pas toujours logique, monsieur Chevalier. Parfois, les circonstances nous obligent à emprunter des chemins que nous n'avions pas choisis. » Il y avait une douleur dans sa voix, une blessure mal cicatrisée que Maxime perçut immédiatement. Il n'insista pas, comprenant qu'il touchait à quelque chose de très personnel. « Appelez-moi Maxime, si nous devons travailler ensemble. » Autant laisser tomber les formalités. « D'accord, Maxime. » Son prénom dans sa bouche provoqua en lui une sensation étrange, comme un écho lointain qu'il n'arrivait pas à identifier. Il secoua la tête, chassant cette impression troublante. « Venez, allons voir ces fameux rapports. » Le bureau de Maxime occupait tout un étage du bâtiment administratif. Baies vitrées donnant sur l'usine, mobilier design, écrans muraux affichant les données de production en temps réel. Sur une table s'empilaient des dizaines de classeurs, tous les audits, analyses et expertises menées depuis 8 mois. Anaïs s'installa et commença à éplucher méthodiquement chaque rapport. Maxime la regardait travailler, fasciné par sa concentration. Elle prenait des notes dans une écriture fine et précise, établissait des corrélations, surlignait des passages importants. « Café », proposa-t-il vers 3 heures du matin. « Volontiers. » Il prépara 2 expressos avec la machine de son bureau. Observant du coin de l'œil cette femme mystérieuse qui était peut-être en train de sauver son entreprise, dans la lumière tamisée du bureau, elle paraissait encore plus belle. Ses cheveux châtains encadraient un visage aux traits fins, et ses yeux verts brillaient d'une intelligence vive. « Votre fille », dit-il en lui tendant sa tasse. « Elle vous attend. » Anaïs leva les yeux, surprise par cette question personnelle. « Elle dort chez une voisine, et elle ne m'entend pas de toute façon. Pardon, Clara est née sourde. C'est pour ça que j'ai besoin de cet argent, pour lui payer une opération. » Maxime sentit son cœur se serrer. Cette femme se battait seule pour sa fille, exactement comme lui se battait pour Julien. Ils étaient tous les deux des parents isolés, luttant contre l'adversité pour protéger leurs enfants. Quel âge a-t-elle ? 7 ans. L'opération doit se faire avant ses 10 ans, sinon il sera trop tard pour que son cerveau s'adapte à l'implant cochléaire. Et le père ? Une ombre passa sur le visage d'Anaïs. Il n'est pas dans le tableau. Maxime comprit qu'il ne fallait pas insister. Chacun avait ses secrets, ses blessures.
Ils travaillaient dans le silence pendant 1 heure encore, unis par cette complicité étrange qui naît parfois entre 2 personnes que la vie a blessées, vers 5 heures du matin. Anaïs releva la tête. « Je pense avoir trouvé quelque chose. Vraiment. Les défauts n'apparaissent que sur les séries produites les lundis, mercredis et vendredis, jamais les mardis et jeudis, et regardez ça. » Elle lui montra un graphique qu'elle avait reconstitué. Les températures ambiantes de l'usine. Elles varient selon un cycle bizarre, comme si quelque chose perturbait périodiquement le système de climatisation. Nos ingénieurs ont vérifié la climatisation des dizaines de fois. Mais ont-ils vérifié ce qui se passe la nuit, entre minuit et 6 heures? Maxime fronça les sourcils. Non. Pourquoi? Parce que je soupçonne que quelqu'un introduit volontairement ces perturbations. Les lundis, mercredis et vendredis correspondent aux rondes de l'équipe de nettoyage de nuit. Si quelqu'un voulait saboter votre production sans se faire remarquer, c'est exactement comme ça qu'il s'y prendrait. Du sabotage. Maxime se leva brusquement. Vous pensez que quelqu'un sabote délibérément mes machines? C'est une hypothèse. Pour la vérifier, il faudrait surveiller l'usine pendant les créneaux suspects. Nous allons faire ça dès ce soir. Anaïs regarda sa montre. 6 heures approchaient. Je dois partir. Clara va se réveiller bientôt. Bien sûr. Même heure demain. Oui. Et Maxime. Oui. Si j'ai raison, si c'est vraiment du sabotage, cela signifie que quelqu'un veut votre perte. Quelqu'un qui connaît parfaitement vos installations. Maxime la raccompagna jusqu'à la sortie, troublé par cette révélation. Si Anaïs avait raison, alors l'ennemi était peut-être plus proche qu'il ne l'imaginait. En regardant sa silhouette disparaître dans la nuit, il eut de nouveau cette sensation troublante de déjà-vu. Cette femme lui rappelait quelqu'un, mais impossible de mettre le doigt dessus. Une chose était sûre, elle était en train de changer sa vie. Le lendemain soir, Anaïs arriva plus tôt que prévu à l'usine. Elle avait passé la journée au café dans un état de fébrilité, incapable de se concentrer sur les commandes, hantée par les indices qu'elle avait découverts. L'hypothèse du sabotage prenait forme dans son esprit, mais elle avait besoin de preuves concrètes. Maxime l'attendait dans son bureau. Entouré de nouveaux dossiers et de plans détaillés de l'usine, « J'ai installé des caméras de surveillance supplémentaires », annonça-t-il dès qu'elle entra. « Si quelqu'un manipule nos machines, nous le saurons. » « Parfait. Et l'équipe de nettoyage. J'ai vérifié leurs antécédents. Rien de suspect. Ils travaillent pour nous depuis 3 ans, mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. » Il lui tendit un planning. L'équipe a changé de rythme il y a exactement 8 mois. Avant, ils venaient tous les soirs. Maintenant, seulement 3 fois par semaine. Le changement correspond exactement au début de nos problèmes. Anaïs étudia le document. Ses sourcils se fronçant, qui a décidé de ce changement? La direction administrative, pour réduire les coûts, mais la décision est passée par notre conseil consultatif externe. Conseil consultatif. Des experts indépendants qui nous conseillent sur l'optimisation des processus, des anciens ingénieurs de grandes entreprises. Une alarme s'alluma dans l'esprit d'Anaïs. Elle connaissait ce type de structure. Des cabinets de conseil qui plaçaient leurs consultants dans plusieurs entreprises concurrentes, avec accès à toutes les informations sensibles. Je peux voir la liste de ces consultants. Maxime lui tendit un autre dossier. Anaïs parcourut les noms, et son sang se glaça quand elle arriva au 5e nom de la liste. Loïc Bernard, consultant senior, Technogène Consulting, son ex-mari, l'homme qui avait détruit sa carrière, l'homme qui connaissait parfaitement ses méthodes de travail et qui avait accès aux installations de Chevalier Industries. Anaïs, ça va? Vous êtes toute pâle? Elle s'effondra dans un fauteuil, le dossier tremblant entre ses mains. 8 ans après, Loïc était de nouveau là, comme une malédiction qui la poursuivait, et cette fois, il s'attaquait à Maxime. « Je connais cet homme », murmura-t-elle en désignant le nom de Loïc. « Loïc Bernard, comment ça ?» Anaïs ferma les yeux, sentant le poids de son passé s'abattre sur elle. Elle allait devoir tout révéler, ou du moins, une partie de la vérité. « C'est mon ex-mari ». Le silence qui suivit fut assourdissant. Maxime la regardait avec un mélange de surprise et d'incompréhension. « Votre ex-mari sabote mon entreprise. C'est compliqué. » Anaïs se leva et se dirigea vers la baie vitrée qui donnait sur l'usine. Dans le reflet de la vitre, elle voyait son visage marqué par des années de mensonges et de dissimulation. Il était temps de dire la vérité, au moins partiellement. Il y a 8 ans, je travaillais chez Technogène. J'étais une ingénieure prometteuse. J'avais des projets révolutionnaires.
un avenir brillant devant moi. Loïc était jaloux. Il n'a jamais supporté que je sois plus douée que lui. Elle marqua une pause, rassemblant son courage. Quand j'ai voulu quitter l'entreprise, il m'a accusé de plagiat. Il avait falsifié des documents, soudoyé des témoins. J'étais enceinte, sans ressources pour me défendre. J'ai accepté un accord. Je disparaissais de l'ingénierie, et lui ne portait pas plainte. « Mon Dieu !» murmura Maxime. « Et maintenant il s'attaque à mon entreprise. Technogène veut racheter Chevalier Industries, n'est-ce pas? À prix cassé, après avoir provoqué votre faillite ?» Maxime acquiesça. Comprenant soudain l'ampleur de la manipulation, 20 millions, une offre ridicule pour une entreprise qui en vaut 10 fois plus. Loïc détruit votre réputation exactement comme il a détruit la mienne. Sauf que cette fois, je peux l'arrêter. Maxime s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Anaïs, il faut que vous sachiez, il y a quelque chose d'étrange. Depuis que je vous ai rencontré, j'ai des impressions bizarres, comme si je vous connaissais déjà. » Elle se retourna, troublée par cette déclaration. Dans les yeux de Maxime, elle lut une confusion sincère, presque douloureuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas, des flashs, des sensations, votre voix, vos gestes, quelque chose me dit que nous nous sommes déjà rencontrés. » Le cœur d'Anaïs s'emballa. Non, c'était impossible. Il ne pouvait pas se souvenir. Les médecins avaient été formels. L'accident avait effacé ses souvenirs des mois précédents. 8 ans plus tôt, le Palais des Congrès de Paris bourdonnait d'activités. La Convention internationale d'ingénierie mécanique rassemblait les meilleurs cerveaux d'Europe. Anaïs, alors âgée de 20 ans, présentait sa thèse sur l'optimisation des systèmes hydrauliques. Elle était nerveuse. Consciente que sa présentation pouvait lancer sa carrière, dans l'amphithéâtre, les regards se tournaient vers cette jeune femme brillante qui révolutionnait les codes établis. Après sa conférence, un homme s'était approché d'elle. « Mademoiselle Dubois, Maxime Chevalier, Chevalier Industries. Votre présentation était remarquable. » Il était plus âgé qu'elle. Marié, mais quelque chose dans ses yeux avait immédiatement créé une connexion. Ils avaient parlé pendant des heures, découvrant une passion commune pour l'innovation, une vision partagée de l'ingénierie. Les 3 mois qui avaient suivi avaient été les plus beaux de sa vie. Maxime venait la voir en secret. Ils se retrouvaient dans de petits cafés parisiens, exactement comme celui où elle travaillait maintenant. Il lui parlait de son mariage malheureux avec Hélène, de son désir de divorcer, de recommencer sa vie. « Je vais quitter Hélène », lui avait-il dit un soir de juin. « Je veux construire quelque chose avec toi. Anaïs, je veux que nous fondions une famille. » Mais le destin en avait décidé autrement. L'accident de voiture, 3 jours plus tard. Maxime entre la vie et la mort, puis les semaines de coma, et enfin le réveil. Sans aucun souvenir des derniers mois, Hélène avait veillé à effacer toute trace d'Anaïs de la vie de son mari. Les photos, les messages, les cadeaux, tout avait disparu quand Maxime avait demandé pourquoi il avait tant de trous dans sa mémoire récente. Les médecins avaient expliqué que c'était normal après un traumatisme crânien. Anaïs, enceinte de 2 mois, avait assisté de loin à cette reconstruction. Elle avait voulu lui dire la vérité, mais comment expliquer à un homme qui ne se souvenait pas d'elle qu'elle portait son enfant? Alors elle avait disparu. Elle avait quitté Technogène, accepté les avances de Loïc qui lui promettaient protection et stabilité. Et quand Clara était née avec cette magnifique chevelure blonde et ses yeux verts si particuliers, exactement les mêmes que ceux de Maxime, elle avait eu la vérité. Clara était la fille de Maxime Chevalier, et il ne le savait pas. Anaïs, la voix de Maxime la ramena au présent. Vous pleurez. Elle porta la main à ses joues, surprise de découvrir les larmes qui coulaient silencieusement. Ce n'est rien. Les souvenirs douloureux. Vous voulez en parler? Non. Ce qui compte maintenant, c'est d'arrêter Loïc. Mais au fond d'elle, Anaïs savait que la situation était devenue infiniment plus complexe. Loïc connaissait la vérité sur Clara. Il l'avait découverte en croisant des analyses ADN anciennes avec des dossiers médicaux. Si elle s'opposait à lui, il révélerait tout. Son téléphone vibra, un message de Loïc. « Alors, ma chère Anaïs, on joue les ingénieurs de l'ombre. J'espère que tu n'oublies pas notre petit accord. Il serait dommage que Monsieur Chevalier apprenne certaines vérités sur sa nouvelle consultante et sur la paternité de certains enfants. » Maxime remarqua son visage qui se décomposait. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien,
je dois partir. Clara m'attend. Anaïs, nous devons continuer nos recherches. Si votre ex-mari... Demain, nous verrons demain. Elle ramassa ses affaires précipitamment et se dirigea vers la sortie, laissant Maxime perplexe et inquiet dans sa voiture. Anaïs sanglotait en silence. Le passé la rattrapait avec une violence inouïe. Maxime qui commençait à se souvenir, Loïc qui la menaçait, Clara qui ne savait rien de son véritable père. Comment allait-elle sortir de ce piège infernal sans détruire tous ceux qu'elle aimait? Le lendemain matin, Anaïs n'arriva pas au café. Pierre l'appela plusieurs fois, inquiet de cette absence inhabituelle. Chez elle, dans son petit appartement du 11e arrondissement. Elle restait prostrée sur son canapé. Clara endormie dans ses bras après une nuit blanche passée à pleurer en silence. Le message de Loïc résonnait encore dans sa tête comme une menace de mort. Il savait. Il avait toujours su, en réalité, même quand elle avait accepté de l'épouser pour donner un père à Clara, même quand elle avait laissé tout le monde croire qu'il était le père biologique, Loïc avait gardé cette vérité en réserve comme une arme. Son téléphone sonna. Maxime. « Anaïs, où êtes-vous? Je vous attends depuis 1 heure. Je ne peux pas venir. » « Comment ça, vous ne pouvez pas? Nous étions sur le point de coincer votre ex-mari. » Anaïs ferma les yeux, sentant les larmes remonter. « C'est terminé, Maxime. Trouvez quelqu'un d'autre. »« Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vous expliquer. » Désolée. Elle raccrocha et éteignit son téléphone, ignorant les rappels incessants qui suivirent. Vers midi, on frappa à sa porte. Anaïs regarda par l'œilleton et son sang se glaça. Loïc se tenait sur le palier, élégant dans son costume anthracite, un sourire malsain aux lèvres. « Ouvre, Anaïs, nous devons parler. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. J'ai des photos intéressantes à te montrer. Des photos de toi entrant chez Chevalier Industrie la nuit dernière. Je suis sûre que ton patron du café apprécierait de savoir que sa serveuse mène une double vie. » Anaïs ouvrit la porte, tremblante de rage et de peur. Loïc entra sans y être invité, examinant l'appartement modeste avec un mépris évident. Alors, c'est là que vit l'ancienne star de la Sorbonne, touchant. « Qu'est-ce que tu veux? Que tu arrêtes ce petit jeu avec Chevalier, tu vas retourner le voir et lui dire que tu abandonnes. » « Pourquoi? Pour que tu puisses continuer ton sabotage. » Loïc éclata de rire. « Mon sabotage, ma chère Anaïs, tu me surestimes. Je n'ai pas besoin de saboter quoi que ce soit. Maxime Chevalier court à sa perte tout seul. Ses machines sont défaillantes parce qu'il a voulu innover trop vite, sans tenir compte des contraintes réelles. Menteur, j'ai vu les données, les corrélations, tu as vu ce que tu voulais voir, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que tu disparaisses de sa vie avant qu'il ne se souvienne. » Anaïs sentit son cœur s'arrêter. « Se souvienne de quoi? Oh, allons. Tu crois vraiment que j'ignore votre petite histoire d'amour? Maxime Chevalier et la brillante Anaïs Dubois, le coup de foudre de la convention d'ingénierie, 3 mois de passion torride. » Loïc s'approcha d'elle, son regard devenant glacial. « J'ai toujours su que Clara n'était pas ma fille. Tu crois que je suis aveugle, ses yeux verts, cette façon de pencher la tête quand elle réfléchit, exactement comme son père. Tu as toujours su. Bien sûr. Mais ça m'arrangeait. Épouser la femme qui avait brisé le mariage de Maxime Chevalier, élever son enfant, il y avait une certaine poésie dans cette vengeance. » Anaïs recula, horrifiée par tant de calculs et de cruauté. « Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Parce que vous étiez tout ce que je n'arriverai jamais à être. Lui, le génie des affaires, toi, l'ingénieur prodige. Moi, j'étais juste le type moyen qui vous regardait briller de loin. » Clara apparut dans l'encadrement de la porte, encore endormie, ses cheveux blonds ébouriffés. En voyant Loïc, elle se réfugia instinctivement contre sa mère. « Ah, la petite princesse, » dit Loïc avec un sourire faux. « Tu sais, Clara, que ton vrai papa est quelqu'un de très riche et très célèbre. »« N'ose pas !» siffla Anaïs en serrant sa fille contre elle. « Quoi? Tu ne vas pas lui dire la vérité, qu'elle n'est pas juste la fille d'une serveuse ratée, mais l'héritière d'un empire industriel. » Clara regardait alternativement sa mère et Loïc. Sentant la tension sans comprendre les mots échangés, « Que veux-tu exactement ?» demanda Anaïs d'une voix blanche. « C'est simple. Tu retournes voir Chevalier et tu lui dis que le problème est insoluble, que ses machines sont foutues et qu'il ferait mieux de vendre à Technogène avant la faillite complète. Et en échange,
Je garde le secret sur la paternité de Clara, et je te trouve un poste correct dans une entreprise partenaire, quelque chose de discret qui te permettra de vivre décemment. Tu me fais chanter. J'appelle ça une proposition commerciale. Tu as 24 heures pour réfléchir. Loïc se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Oh, et Anaïs, n'essaie pas de jouer au plus malin avec moi. J'ai des copies de tous les documents qui prouvent la paternité de Chevalier. Si tu ne coopères pas, je les envoie directement à la presse People. Imagine les gros titres. Le magnate de l'industrie découvre qu'il a une fille cachée avec son ex-maîtresse. Ça ferait un scandale délicieux. Non. Après son départ, Anaïs s'effondra sur le sol, serrant Clara contre elle. Sa fille, inquiète, lui caressa les cheveux et signa « Maman triste, méchant monsieur. Oui, ma chérie, méchant monsieur. » L'après-midi passa dans un brouillard de désespoir. Anaïs ne savait plus quoi faire. Si elle abandonnait maintenant, Maxime perdrait son entreprise et peut-être la garde de son fils. Mais si elle continuait, Loïc révélerait tout, détruisant la paix fragile qu'elle avait construite pour Clara. Vers 18h, quelqu'un frappa de nouveau à la porte. Cette fois, c'était Maxime. Il avait l'air épuisé, inquiet, et tenait un bouquet de fleurs à la main. « Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas expliqué ce qui se passe », dit-il dès qu'elle ouvrit. « Maxime, vous ne devriez pas être là. »« Si, justement, Anaïs, qu'est-ce que votre ex-mari vous a dit ? Parce que je suis sûre qu'il vous a contacté. » Clara apparut derrière sa mère et regarda curieusement cet homme qu'elle ne connaissait pas. Maxime s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bonjour, Clara. » La petite fille sourit timidement et signa quelque chose. Maxime regarda Anaïs, perdue. « Elle dit bonjour ?» traduisit Anaïs, troublée par la facilité avec laquelle Maxime avait prononcé le prénom de sa fille. « Elle est magnifique », murmura-t-il. Et quelque chose dans ses yeux fit frissonner Anaïs, cette façon de regarder Clara, comme s'il reconnaissait quelque chose en elle. « Maxime, il faut que vous partiez. C'est trop dangereux. Dangereux. De quoi avez-vous peur ? De tout. De Loïc. De ce qu'il pourrait faire. De ce qu'il pourrait révéler. Révéler quoi ? Anaïs le regarda longuement, luttant contre l'envie de tout lui dire, mais les mots de Loïc résonnaient encore. Le scandale, la presse, Clara exposée au projecteur, rien, des vieilles histoires. Anaïs, regardez-moi. Elle leva les yeux vers lui, et ce qu'elle vit dans son regard la bouleversa. Une tendresse infinie, une compréhension qui allait au-delà des mots. Quoi qu'il se soit passé entre vous et Loïc, quoi qu'il vous ait dit, nous pouvons affronter ça ensemble. Vous n'êtes plus seul. Pour la première fois depuis des années, Anaïs eut envie de croire que c'était possible, que peut-être, cette fois, elle pourrait dire la vérité sans que tout s'effondre. Mais Clara choisit ce moment pour bâiller et s'approcher de Maxime avec cette confiance instinctive des enfants. Quand elle posa sa petite main dans la sienne, Maxime eut un sursaut, comme touché par un éclair. « Ses yeux » murmura-t-il. « Elle a les mêmes yeux que... » Il s'arrêta, confus, se massant les tempes. « Que qui ?» demanda Anaïs, le cœur battant. « Je ne sais pas, encore ces flashs bizarres. » Anaïs comprit qu'elle était à un point de non-retour. Les souvenirs de Maxime commençaient à remonter. Bientôt, il se souviendrait de tout. Et alors, Loïc n'aurait plus aucun pouvoir sur elle. Il fallait juste qu'elle tienne encore un peu. « Très bien, » dit-elle enfin. « Je reviens demain soir. Nous finirons ce que nous avons commencé. » Cette nuit-là, Anaïs arriva chez Chevalier Industries avec une détermination nouvelle. Elle avait pris sa décision. Elle allait rassembler toutes les preuves nécessaires pour confondre Loïc, quitte à prendre des risques énormes. Clara méritait un avenir meilleur, et Maxime méritait de connaître la vérité. Maxime l'attendait dans son bureau, entouré de nouveaux dossiers et d'écrans d'ordinateur. Il avait passé la journée à éplucher tous les contrats de Technogène Consulting, tous les accès accordés à Loïc, toutes les corrélations possibles. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-il dès qu'elle entra. « Votre ex-mari a eu accès à nos serveurs informatiques 6 fois au cours des 8 derniers mois, officiellement pour des audits de sécurité. Mais les dates correspondent exactement aux périodes où nos problèmes se sont intensifiés. » Anaïs examina les logs informatiques. Loïc avait effectivement eu accès aux données de production, aux paramètres des machines, au planning des équipes. Il avait pu planifier ses sabotages avec une précision chirurgicale. « Il faut que je vous dise quelque chose », dit-elle en s'asseyant face à lui. « Loïc n'a pas seulement détruit ma carrière,
Il a aussi menacé de révéler des informations personnelles si je continuais à vous aider. Quel genre d'informations? Anaïs hésita. Comment lui expliquer sans tout révéler? Des choses sur le passé, sur Clara, sur des relations que j'ai pu avoir avant mon mariage avec lui? Maxime la regarda intensément, et elle vit dans ses yeux cette lueur de reconnaissance troublante qui revenait de plus en plus souvent. Anaïs, il faut que je vous pose une question directe. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Avant le café? Avant tout ça? Le cœur d'Anaïs se mit à battre si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. Pourquoi cette question? Parce que depuis que je vous ai vu, j'ai des rêves, des flashs de souvenirs qui n'ont aucun sens. Une femme aux cheveux châtains qui rit dans un café parisien, des conversations sur l'ingénierie hydraulique, des mains qui dessinent des plans avec une précision parfaite. Il se leva et s'approcha d'elle. Et hier, quand j'ai vu Clara, ça a été comme un coup de poing, ses yeux, Anaïs. Elle a exactement les mêmes yeux que moi. Anaïs sentit les larmes monter. Le moment était venu. Elle ne pouvait plus mentir. Maxime. Son téléphone vibra. Un message de Loïc. « Tu as vu les nouvelles? Regarde BFM Business. » Maxime alluma l'écran mural de son bureau sur la chaîne d'information économique. Un journaliste était en train de commenter une dépêche. Chevalier Industries voit ses actions chuter de 15% en bourse après la révélation de nouveaux problèmes techniques. Selon nos sources, l'entreprise du magnat Maxime Chevalier pourrait être contrainte de céder ses actifs à la société Technogène dans les prochains jours. Comment ont-ils eu cette information? Rugit Maxime. Cette réunion du conseil d'administration est prévue pour demain. Anaïs comprit immédiatement. Loïc avait accéléré son plan. Il ne se contentait plus d'attendre. Il passait à l'offensive publique pour forcer la main de Maxime. « Il faut agir maintenant », dit-elle. « Cette nuit, avant qu'il ne soit trop tard, que proposez-vous? Nous allons pirater ses propres systèmes. » Loïc a forcément gardé des traces de ces manipulations quelque part. Des emails, des documents, des transferts de données. Si nous trouvons ces preuves, c'est illégal. Moins illégal que le sabotage industriel et le chantage. Maxime la regarda longuement, puis acquiesça. D'accord, comment procédons-nous? Pendant les 3 heures suivantes. Anaïs déploya toutes ses compétences d'ingénieure informaticienne, une spécialité qu'elle avait développée à la Sorbonne. Elle s'introduisit dans les serveurs de Technogène en utilisant les anciens accès que Loïc avait négligé de fermer, fouilla méthodiquement ses dossiers personnels, ses correspondances privées. « Là !» s'exclama-t-elle vers 4 heures du matin. « Regardez ça !» Sur l'écran apparaissait un dossier intitulé « Opération Avalanche ». À l'intérieur, des dizaines de documents détaillant le plan de Loïc, sabotage progressif de Chevalier Industries, manipulation des médias, rachat à prix cassé par Technogène. « Mon Dieu !» murmura Maxime en parcourant les fichiers. « Il a tout planifié depuis 1 an, même les articles de presse défavorables, même les témoignages d'employés mécontents. Tout était orchestré. Mais ce qui choqua le plus Anaïs, c'était un dossier séparé intitulé « Dossier personnel AD » à l'intérieur. A. Toute sa vie étalée, photos d'elle et de Clara, copie de certificats médicaux, analyse ADN comparative, et même des photos d'elle entrant chez Chevalier Industries, et surtout, un document qui lui glaça le sang, un projet de communiqué de presse prêt à être envoyé aux médias. Scandale industriel. Le magnate Maxime Chevalier découvre qu'il a une fille cachée avec son ancienne maîtresse, aujourd'hui simple serveuse, Clara Dubois, 7 ans, née sourde, est le fruit d'une liaison passionnée entre le PDG de Chevalier Industries et Anaïs Dubois, ancienne ingénieure de la Sorbonne. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Maxime en lisant par-dessus son épaule. Anaïs ferma l'écran d'un geste brusque. Mais il était trop tard. Maxime avait lu. « Clara est ma fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Anaïs sentait le regard de Maxime peser sur elle, chargé d'incompréhension, de colère, et peut-être de quelque chose d'autre. « Anaïs, regardez-moi !» Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « C'est vrai, oui. Depuis quand le savez-vous? Depuis toujours, depuis sa naissance. Et vous ne m'avez jamais rien dit. Comment aurais-je pu? Vous ne vous souveniez pas de moi. » L'accident avait tout effacé. Maxime se laissa tomber dans son fauteuil. Anéanti. L'accident, quand? Il y a 8 ans,
3 jours après que vous m'ayez dit que vous alliez quitter Hélène pour moi, les souvenirs affluaient maintenant, comme un barrage qui cède. La convention d'ingénierie, les cafés parisiens, les nuits passées à parler d'avenir, les projets de famille. « Anaïs, murmura-t-il. Mon Dieu, Anaïs, comment avez-vous pu endurer ça toute seule? Parce que j'avais Clara, et que Clara méritait de grandir en paix, sans les feux des projecteurs, sans les scandales. Mais j'avais le droit de savoir, j'avais le droit de connaître ma fille. Quel droit? Explosa-t-elle. Le droit de l'homme qui m'avait oublié, le droit de l'homme qui était retourné vers sa femme comme si je n'avais jamais existé. Ce n'était pas ma faute. Je ne me souvenais de rien. Je sais, c'est pour ça que je n'ai jamais pu vous en vouloir vraiment. » Ils restèrent en face à face, épuisés par cette révélation qui changeait tout. 8 ans de mensonges, de secrets, de douleurs qui remontaient à la surface. « Et maintenant ?» demanda Maxime. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on arrête Loïc, ensemble, pour Clara, pour votre fils, pour nous. » Anaïs imprima tous les documents compromettants, en fit des copies sur plusieurs clés USB. Les preuves étaient accablantes. Sabotage industriel, chantage, manipulation boursière, de quoi envoyer Loïc en prison pour des années. « Il reste une chose, » dit Maxime en rangeant les preuves dans un coffre-fort. « Hélène, elle utilise la crise de l'entreprise pour obtenir la garde de Julien si elle apprend pour Clara. Elle va essayer de s'en servir contre vous. Exactement. Le père irresponsable qui découvre qu'il a une fille cachée, ça ferait très mauvais effet devant un juge. » Anaïs réfléchit rapidement. Pas si nous présentons les choses différemment. Pas le père irresponsable, mais l'homme qui découvre qu'il a été manipulé et trahi, l'homme qui se bat pour récupérer sa famille volée. Vous pensez que ça pourrait marcher, si nous jouons bien nos cartes? Oui, le jour se levait sur Paris quand ils quittèrent l'usine. Ils avaient les preuves, ils avaient un plan, mais surtout, ils avaient retrouvé leur passé commun, cette vérité qui les unissait depuis 8 ans, sans qu'ils le sachent. « Anaïs, » dit Maxime, avant qu'elle ne monte dans sa voiture. « Je veux rencontrer Clara. » Officiellement, cette fois, elle ne sait rien encore. Il faudra du temps pour lui expliquer. Nous avons tout le temps du monde, maintenant que je sais. Plus jamais je ne la laisserai partir. Le conseil d'administration de Chevalier Industrie se réunissait dans la grande salle de conférence du 22e étage, autour de la table ovale en acajou. 15 hommes et femmes en costume sombre attendaient que Maxime prenne la parole. L'atmosphère était lourde, chargée de la tension de ceux qui s'apprêtent à enterrer une entreprise. Anaïs était cachée dans le bureau adjacent, relié à la salle par un système d'interphone. Elle avait insisté pour rester invisible jusqu'au moment crucial. Trop de regards, trop de questions auxquelles elle ne voulait pas encore répondre. « Mesdames et messieurs, » commença Maxime, debout face à l'assemblée. « Je sais que vous êtes venus aujourd'hui pour entériner la vente de nos actifs à Technogène, mais avant de prendre cette décision irréversible, j'aimerais vous présenter quelque chose. » Murmures autour de la table. Jean-Claude Moreau, le plus ancien des administrateurs, consulta sa montre avec agacement. « Maxime, nous avons déjà examiné tous les rapports. Vos ingénieurs ont échoué à résoudre le problème technique. L'entreprise perd de l'argent chaque jour. Il faut être réaliste. » « Justement, parlons de réalisme, » répondit Maxime en allumant l'écran géant. « Je vais vous montrer la véritable cause de nos problèmes. » Les premiers documents apparurent. Les logs d'accès de Loïc au serveur, les corrélations entre ses visites et les dysfonctionnements, les modifications suspectes dans les paramètres de production. Loïc Bernard, de Technogène Consulting, a eu accès à nos systèmes informatiques 6 fois en 8 mois. Chaque intervention correspond exactement à une recrudescence de nos problèmes techniques. Des coïncidences, intervint Sylvie Moreau. Directrice financière, Loïc Bernard est un consultant respecté. Laissez-moi finir. Coupa Maxime. Il fit défiler les emails secrets de Loïc, le plan Opération Avalanche, les manipulations médiatiques orchestrées, les témoignages d'employés soudoyés. Le silence se fit autour de la table. Les visages se décomposaient au fur et à mesure que l'ampleur de la manipulation apparaissait. « Mon Dieu !» murmura André Dubois, directeur technique. « Vous voulez dire que nous avons été sabotés depuis le début ?» « Exactement. Et j'ai la preuve que Technogène a organisé cette opération pour nous racheter à vil prix. Ces documents, comment les avez-vous obtenus ?» demanda Jean-Claude avec méfiance. « Grâce à quelqu'un qui connaît très bien les méthodes de Loïc Bernard, »
quelqu'un qui a déjà été victime de ces manipulations. Maxime se tourna vers la porte du bureau adjacent. « Anaïs, vous pouvez entrer. » La porte s'ouvrit et Anaïs apparut. Vêtue d'un tailleur bleu marine que Maxime avait fait livrer le matin même, elle avait attaché ses cheveux en chignon strict et ses yeux verts brillaient d'une détermination farouche. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Anaïs Dubois, ingénieure diplômée de la Sorbonne avec mention très bien, ancienne de Technogène, et la personne qui a résolu nos problèmes techniques en 3 nuits. » Murmure de surprise autour de la table. Sylvie Moreau fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Qui est cette femme? Pourquoi ne pas avoir fait appel à elle plus tôt ?» Anaïs s'avança vers la table, posant devant elle une épaisse liasse de documents. « Parce que Loïc Bernard a détruit ma carrière il y a 8 ans, en m'accusant faussement de plagiat, parce que j'ai dû accepter de disparaître de l'ingénierie pour protéger ma fille, et parce que c'est exactement la même méthode qu'il utilise aujourd'hui contre Chevalier Industries. » Elle ouvrit le premier dossier. « Voici les vrais rapports techniques. Le problème n'était pas dans vos machines, mais dans les micro-sabotages effectués par un complice de Loïc durant les rondes de nettoyage nocturne. » André Dubois examina les documents, ses yeux s'écarquillant. « Ces calculs, ces diagnostics, c'est du génie pur. Comment avez-vous identifié ces défaillances que nous avons tous ratées? Parce que je savais ce que je cherchais. J'ai reconnu la signature de Loïc. Il utilisait déjà ce genre de sabotage subtil chez Technogène pour éliminer les projets qui faisaient de l'ombre aux siens. » « Attendez, » intervint Jean-Claude. « Vous prétendez avoir résolu un problème que 50 ingénieurs n'arrivaient pas à identifier. Je ne prétends rien, je le prouve. » Anaïs se dirigea vers l'écran et commença à expliquer, schémas à l'appui, comment Loïc avait orchestré ces sabotages. Sa présentation était d'une clarté éblouissante. D'une précision technique irréprochable, en 21 minutes, elle démonta méthodiquement 8 mois de manipulation. « Les solutions sont simples, » conclut-elle. « Modification des protocoles de sécurité, installation de capteurs anti-sabotage et révision complète des paramètres de production. Vos machines peuvent recommencer à fonctionner parfaitement dès demain. » « C'est extraordinaire, » murmura Sylvie, époustouflée. « Mais pourquoi Loïc Bernard ferait-il ça ?» Maxime reprit la parole. « Parce que Technogène veut racheter notre entreprise pour une bouchée de pain, 20 millions pour une société qui en vaut 10 fois plus. »« Et vous, mademoiselle Dubois ?» demanda Jean-Claude. « Qu'est-ce qui vous garantit que vous ne travaillez pas pour Technogène? Comment savoir si ce n'est pas un piège encore plus sophistiqué ?» Anaïs sourit amèrement. « Parce que Loïc Bernard me fait chanter depuis 8 ans, et parce qu'il a tenté de m'empêcher d'aider M, Chevalier, en menaçant de révéler des informations personnelles. »« Quelles informations ?» Anaïs regarda Maxime, qui acquiesça silencieusement. « Que j'ai eu une relation avec M, Chevalier, il y a 8 ans, que nous avons eu une fille ensemble, et que M, Chevalier, l'ignore depuis l'accident qui lui a fait perdre la mémoire. » Le silence qui suivit fut total. 15 paires d'yeux fixaient alternativement Anaïs et Maxime, tentant d'assimiler cette révélation. « Vous avez une fille avec Maxime, » balbutia Sylvie. « Clara, 7 ans, née sourde, c'est pour payer son opération que j'ai accepté d'aider M, Chevalier. » Jean-Claude se leva brusquement. « C'est grotesque. Un scandale pareil va détruire définitivement la réputation de l'entreprise. »« Non, » dit fermement Maxime. « Ce qui aurait détruit l'entreprise, c'est de la vendre à Technogène sans connaître la vérité. Maintenant, nous avons les preuves du sabotage, la solution technique et l'occasion de porter plainte contre ceux qui nous ont manipulés. » André examina de nouveau les documents d'Anaïs. Ces solutions, elles vont vraiment marcher. J'en suis certaine. J'ai passé 3 nuits à analyser vos systèmes. Les modifications peuvent être effectuées en 48 heures. Et combien ça coûte? 2 millions d'euros contre les 20 millions que Technogène propose pour racheter l'entreprise entière. Sylvie fit rapidement le calcul. Si elle a raison, nous économisons 18 millions et nous gardons une entreprise qui en vaut 200. C'est du chantage, explosa Jean-Claude. Cette femme nous force la main avec ses révélations personnelles. Anaïs le regarda calmement. Monsieur Moreau, je ne vous force à rien. Voici les preuves du sabotage. Voici les solutions techniques. À vous de décider si vous préférez la vérité ou les mensonges de Loïc Bernard. Maxime prit la parole une dernière fois. Je propose de voter. Qui est favorable à la mise en œuvre des solutions d'Anaïs?
et au dépôt de plaintes contre Technogène pour sabotage industriel. Lentement, les mains se levèrent. André le premier, puis Sylvie, puis d'autres. À la fin, 12 voix contre 3. Motion adoptée, annonça Maxime. Jean-Claude ramassa ses affaires avec colère. Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie, Maxime. Quand cette histoire sortira dans la presse, elle ne sortira pas, coupa Anaïs. Parce que Loïc Bernard sera en prison pour sabotage industriel et chantage, et parce que l'histoire d'une famille qui se retrouve après 8 ans d'amnésie vaut mieux que celle d'un scandale fabriqué. Après le départ des administrateurs, Maxime et Anaïs restèrent seuls dans la grande salle. « C'est fini », dit-elle simplement. « Non, c'est le début. » Il s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Anaïs, je veux que vous deveniez directrice technique de Chevalier Industries, officiellement, au grand jour. Et Clara est ma fille, notre fille. Il est temps qu'elle le sache. » 3 jours après la réunion du conseil d'administration, Loïc Bernard fut arrêté à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Les preuves rassemblées par Anaïs et Maxime étaient accablantes. Sabotage industriel, chantage, manipulation boursière, tentative d'extorsion. La police économique avait saisi tous ses ordinateurs, découvrant un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de Chevalier Industries. Anaïs regardait les informations à la télévision depuis le salon de son petit appartement, Clara blottie contre elle sur le canapé. Sa fille dessinait tranquillement, inconsciente du bouleversement qui se préparait dans sa vie. « Maman ?» signa Clara en levant les yeux de son carnet. « Tu es triste ?»« Non. »« Ma chérie, maman réfléchit. À quoi ? Comment t'expliquer à une enfant de 7 ans que sa vie allait changer du tout au tout ? Que l'homme qu'elle croyait être son père était en réalité un manipulateur, et que son vrai père était quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. On frappa à la porte. Anaïs regarda par l'œilleton et découvrit Maxime, accompagné d'un adolescent aux cheveux blonds et aux yeux verts. « Julien ? Bonjour, dit Maxime quand elle ouvrit. Nous aimerions vous parler, à toutes les deux. » Clara apparut derrière sa mère, curieuse de voir ses visiteurs. Quand son regard croisa celui de Julien, elle sourit timidement. L'adolescent lui rendit son sourire, frappé par la ressemblance troublante qu'il voyait dans ses yeux verts, si familiers. « Entrez, » dit Anaïs, le cœur battant. Ils s'installèrent dans le petit salon. Clara observait attentivement Julien, intriguée par ce grand garçon qui lui ressemblait étrangement. Maxime, lui, ne pouvait détacher son regard de sa fille, découvrant chaque détail de son visage, chaque expression qui lui rappelait ses propres traits. « Clara, » signa Anaïs, « je dois te dire quelque chose d'important. »« Quoi ?» Anaïs inspira profondément, cherchant les mots justes. « Tu sais que Loïc n'est plus avec nous maintenant. »« Oui. » « Il était méchant. Eh bien, il faut que tu saches que Loïc n'était pas ton vrai papa. » Clara fronça les sourcils, ne comprenant pas où sa mère voulait en venir. « Pas mon papa. Non, ma chérie, ton vrai papa, c'est lui. » Anaïs désigna Maxime, qui s'était agenouillé pour être à la hauteur de Clara. L'enfant le regarda longuement, puis tourna ses yeux vers Julien. « Et lui, c'est Julien, ton grand frère. » Clara examina de nouveau Julien, notant les similitudes dans leurs traits, la couleur identique de leurs yeux. Avec cette intuition particulière aux enfants, elle sembla comprendre immédiatement. « Pourquoi pas avant ?» signa-t-elle simplement. La question, d'une simplicité désarmante, toucha Maxime en plein cœur. Il regarda Anaïs, qui traduisit en parlant « Elle demande pourquoi vous n'étiez pas là avant. » Maxime s'approcha de Clara et, maladroitement, commença à signer. Il avait passé la nuit précédente à apprendre les bases de la langue des signes. Parce que papa avait oublié, accident de voiture, mémoire partie. Clara sourit, amusée par les signes approximatifs de Maxime. Elle corrigea patiemment sa gestuelle, lui montrant les bons mouvements. « Comme ça ?» signa-t-elle. « Papa mieux maintenant. Oui, papa se souvient de maman maintenant. » Julien observait cette scène avec fascination. Depuis que son père lui avait tout expliqué, il comprenait enfin certaines choses. Les migraines de Maxime, ses moments d'absence, cette tristesse qu'il portait parfois sans raison apparente. « Papa ?» dit-il doucement. « Je peux lui parler ?» Maxime acquiesça. Julien s'agenouilla à son tour devant Clara. « Salut, petite sœur » dit-il en articulant exagérément pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres. Clara éclata de rire et commença à lui apprendre quelques signes de base. En quelques minutes, ils communiquaient déjà, mélange de gestes, de mimiques et de dessins,
L'harmonie naturelle qui s'installait entre eux bouleversa Anaïs et Maxime. « Elle lui ressemble tellement », murmura Maxime. Cette façon de pencher la tête quand elle réfléchit, ce sourire en coin. Et à Julien aussi. Regardez-les. Effectivement, Clara et Julien avaient la même gestuelle naturelle, la même expressivité dans les yeux, malgré leurs 8 ans d'écart et leurs vies différentes. Ils partageaient cette connexion instinctive des vrais frères et sœurs. « Maman », signa Clara en se tournant vers Anaïs. Julien dit qu'il a une déficience auditive aussi. Anaïs regarda Maxime, surprise. C'est vrai, légère surdité de l'oreille droite depuis la naissance, les médecins n'ont jamais su pourquoi. Maintenant, je comprends, c'est génétique. Papa, dit Julien, Clara peut venir à la maison. Je veux lui montrer ma collection de maquettes d'avions. Si Anaïs est d'accord, bien sûr. Anaïs hésita. Laisser Clara découvrir ce nouveau monde, cette nouvelle famille. C'était un pas énorme. Nous venons tous, dit finalement Maxime. C'est votre maison aussi, maintenant. L'appartement de Maxime dans le 16e arrondissement était à l'opposé du petit logement d'Anaïs. Immense, lumineux, décoré avec goût. Il reflétait la réussite sociale de son propriétaire. Clara découvrait tout avec des yeux émerveillés. Touchant délicatement les objets comme si elle pénétrait dans un musée, Julien l'emmena immédiatement dans sa chambre pour lui montrer ses maquettes. Très vite, ils étaient assis par terre, Clara aidant son grand frère à assembler les pièces d'un Airbus A380 avec une précision qui surprit Julien. « Elle est douée avec ses mains », confia-t-il à son père. « Comme toi quand tu bricolais mes jouets. » Maxime et Anaïs s'installèrent dans le salon, observant leurs enfants par la porte entr'ouverte. « C'est surréaliste », murmura Anaïs. « Il y a une semaine, j'étais serveuse dans un café, et maintenant, vous êtes chez vous, Maxime. Il faut qu'on parle sérieusement, de nous, de l'avenir, de ce qu'on fait maintenant. » Il se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Mes souvenirs reviennent par fragments, pas tout d'un coup, mais petit à petit. Je me souviens du café où nous nous retrouvions. Près de la Sorbonne, je me souviens de nos discussions sur l'ingénierie hydraulique, et surtout, il marqua une pause, ému. Je me souviens du soir où je vous ai dit que je voulais divorcer pour vous épouser. C'était dans ce petit restaurant italien, rue Mouffetard. Vous aviez commandé des pâtes à l'encre de sèche, et moi un risotto au cèpe. » Anaïs sentit les larmes monter. Il se souvenait vraiment. « Vous m'aviez dit que vous m'aimeriez toujours, quoi qu'il arrive, » continua Maxime. « Que nous aurions des enfants ensemble, une belle maison, une vie parfaite. Et puis il y a eu l'accident. Oui, mais Anaïs, écoutez-moi bien. Même si j'avais gardé ma mémoire, même si tout s'était passé comme prévu, jamais nous n'aurions eu une histoire aussi belle que celle que nous vivons maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que cette femme que vous êtes devenue, cette mère courage qui a tout sacrifié pour sa fille, cette ingénieure brillante qui a sauvé mon entreprise, c'est elle que j'aime, pas seulement la jeune femme d'il y a 8 ans, mais la femme extraordinaire que vous êtes aujourd'hui. » Anaïs pleura silencieusement, toutes ces années de solitude et de souffrance qui remontaient à la surface. « J'ai eu si peur. » « Maxime, peur que vous ne me retrouviez jamais, peur que Clara grandisse sans père, peur de ne pas être assez forte. Vous avez été plus forte que tout. Et maintenant, nous allons rattraper le temps perdu. » Dans la chambre de Julien, Clara montrait à son grand frère comment faire le signe « famille » en langue des signes. L'adolescent répétait maladroitement, mais avec application. « Famille », signait Clara. « Papa, maman, Julien, Clara, famille, famille », répéta Julien en parlant, et en signant simultanément. Maxime et Anaïs les regardaient. Émus par cette évidence simple, ils formèrent désormais une famille. Reconstituée, meurtrie par les épreuves, mais plus forte que jamais. « Anaïs, » dit Maxime, « voulez-vous m'épouser, pour de vrai, cette fois ? Vous me le demandez maintenant, après tout ce chaos. Je vous le demande maintenant, parce que je sais enfin qui nous sommes vraiment, et parce que nos enfants méritent une famille unie. » Clara apparut soudain dans l'encadrement de la porte, suivie de Julien. « Maman heureuse », signa-t-elle en voyant les larmes sur les joues d'Anaïs. « Oui, ma chérie, maman très heureuse. Papa et maman mariés. » Anaïs regarda Maxime, puis ses 2 enfants qui attendèrent sa réponse. « Oui, » dit-elle enfin. « Papa et maman vont se marier, 6 mois plus tard. » Le petit café du quartier latin était méconnaissable.
Pierre avait fermé exceptionnellement pour la journée, et l'établissement s'était transformé en un écrin de fleurs blanches et de lumière dorée. Des roses et des lys ornaient chaque table, et des guirlandes lumineuses serpentaient entre les poutres apparentes du plafond. Anaïs se regardait dans le miroir des toilettes du café, ajustant sa robe de mariée simple mais élégante, une création en soie ivoire, sans fioriture, qui épousait parfaitement sa silhouette. Clara, dans une robe assortie de demoiselle d'honneur, l'aidait à fixer son voile. « Maman belle !» signa sa fille avec un sourire radieux. « Merci, ma chérie. » Clara n'était plus la même enfant qu'il y a 6 mois. L'opération de l'implant cochléaire, effectuée dans la meilleure clinique de Suisse, avait été un succès total, pour la première fois de sa vie. Elle pouvait entendre la voix de sa mère, les rires de Julien, les mots tendres de Maxime. « Maman !» dit-elle de sa petite voix encore un peu incertaine mais parfaitement audible. « Je peux dire quelque chose à papa tout à l'heure. »« Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? » ?»« C'est une surprise. » Anaïs sourit et embrassa le front de sa fille. Ces 6 derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions et de changements. Loïc avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour sabotage industriel et chantage. Technogène avait dû payer des dommages et intérêts considérables à Chevalier Industries. L'entreprise de Maxime, débarrassée des sabotages, avait retrouvé sa prospérité. Les nouvelles machines fonctionnaient parfaitement. Et Anaïs, officiellement nommée directrice technique, avait révolutionné plusieurs processus de production. La presse économique parlait du « miracle chevalier », de cette résurrection spectaculaire orchestrée par une ingénieure mystérieuse sortie de nulle part, mais le plus beau changement, c'était leur famille. Julien avait accueilli Clara comme s'il l'avait toujours connue, et l'adolescent jadis renfermé s'épanouissait en jouant le rôle du grand frère protecteur. Hélène, l'ex-femme de Maxime, avait finalement renoncé à sa bataille juridique, reconnaissant que Julien était plus heureux avec son père qu'il ne l'avait jamais été. On frappa à la porte des toilettes. « Anaïs », c'était la voix de Julien. « Papa m'envoie vous dire que tout est prêt. Nous arrivons. » Anaïs prit la main de Clara, et elles sortirent ensemble. Le café était rempli d'une 40aine d'invités. Quelques collègues de Chevalier Industries, Pierre et sa femme. Madame Dubois, la voisine qui avait tant aidé Anaïs, et même Marc Rousseau, le directeur technique qui était devenu un ami proche. Au fond de la salle, près du comptoir décoré de roses blanches, Maxime attendait dans un costume bleu marine. À ses côtés, Julien lui servait de témoin, fier et ému dans son premier costume d'homme. Quand Anaïs apparut, un silence respectueux s'installa. Maxime la regarda s'avancer vers lui, ébloui par sa beauté naturelle, par cette grâce qu'elle avait conservée malgré toutes les épreuves. Anaïs remontait l'allée improvisée entre les tables, Clara tenant fièrement sa traîne. Chaque pas la rapprochait de l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Même dans les moments les plus sombres. « Bonjour », murmura Maxime quand elle arriva à sa hauteur. « Bonjour », répondit-elle avec un sourire ému. Le maire du 5e arrondissement, un homme jovial que Maxime connaissait personnellement, ouvrit la cérémonie. « Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Maxime et Anaïs, mais aussi la reconstitution d'une famille que le destin avait séparée. » Il raconta leur histoire de manière pudique, évoquant l'accident, l'amnésie, les années de séparation, et enfin les retrouvailles miraculeuses. « Maxime, acceptez-vous de prendre Anaïs pour épouse, de l'aimer et de la chérir, dans la joie comme dans la peine, pour le meilleur et pour le pire ?»« Oui », répondit Maxime d'une voix ferme, ses yeux plantés dans ceux d'Anaïs. « Je l'accepte. Anaïs, acceptez-vous de prendre Maxime pour époux, de l'aimer et de le chérir, dans la joie comme dans la peine, pour le meilleur et pour le pire. »« Oui, » murmura-t-elle. Les larmes aux yeux. « Je l'accepte. » Maxime sortit les alliances de sa poche, des anneaux simples en platine, gravés de leurs initiales, et de la date de leur première rencontre, 15 octobre 2016. « Avec cette alliance, » dit-il en glissant l'anneau au doigt d'Anaïs, « je t'offre mon cœur, ma vie, et la promesse que plus jamais nous ne serons séparés. Avec cette alliance, » répondit Anaïs en passant l'anneau au doigt de Maxime, « je t'offre mon amour, ma confiance, et la certitude que notre histoire ne fait que commencer. Je vous déclare unis par les liens du mariage. » Les applaudissements éclatèrent, et Maxime prit Anaïs dans ses bras pour un baiser qui effaça définitivement 8 années de séparation et de souffrance. Clara applaudit de toutes ses forces.
puis tira sur la veste de Maxime. « Papa, papa, ma surprise !» Maxime s'agenouilla devant sa fille, qui prit son visage entre ses petites mains. « Papa !» dit-elle clairement, articulant chaque syllabe. « Je t'aime. » C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots. La première fois qu'elle pouvait dire à son père qu'elle l'aimait avec sa propre voix, Maxime fondit en larmes, serrant Clara contre lui. « Moi aussi je t'aime, ma petite princesse, plus que tout au monde. » Julien s'approcha à son tour, ému par cette scène. « Moi aussi je vous aime, » dit-il maladroitement. « Papa, Anaïs, Clara, notre famille. » Anaïs les entoura tous les trois de ses bras, formant ce cercle familial qu'elle avait rêvé depuis si longtemps. La fête qui suivit fut joyeuse et détendue. Pierre avait préparé un buffet exceptionnel, et les invités se régalèrent en écoutant les anecdotes que chacun racontait sur les mariés. Marc Rousseau leva son verre à Anaïs, qui a non seulement sauvé notre entreprise, mais qui a aussi prouvé qu'une femme peut être à la fois une mère exemplaire, une ingénieure de génie et une épouse aimante. À Maxime, répondit Pierre, qui a eu l'intelligence de reconnaître le trésor qu'il avait sous les yeux. Et à Clara et Julien, ajouta Madame Dubois, qui nous rappelle que l'amour familial peut triompher de tous les obstacles. Tard dans la soirée, quand les invités furent repartis et que les enfants furent couchés dans l'appartement de Maxime, les nouveaux époux se retrouvèrent seuls sur la terrasse, regardant Paris s'endormir sous les étoiles. « Tu as des regrets ?» demanda Maxime en enlaçant sa femme. « Aucun. Et toi ? Aucun. Tu sais ce qui est paradoxal. Quoi ? Si l'accident n'avait pas eu lieu, si nous nous étions mariés il y a 8 ans comme prévu, nous n'aurions jamais vécu cette histoire extraordinaire. Tu n'aurais pas développé cette force incroyable. Cette résilience qui te caractérise, Clara n'existerait peut-être pas, et nous n'aurions jamais su à quel point notre amour était solide. » Anaïs se blottit contre lui, respirant ce parfum si familier qu'elle avait retrouvé. « Tu penses que nous allons être heureux. Je pense que nous avons déjà commencé à l'être, dans sa chambre. » Clara dormait paisiblement, ses nouveaux implants posés sur la table de nuit, pour la première fois depuis sa naissance. Elle avait pu entendre sa mère lui chanter une berceuse de sa propre voix. Julien, dans la chambre d'à côté, souriait dans son sommeil. Lui qui se sentait si seul avec son père absent et sa mère manipulatrice, avait enfin une vraie famille, unie et aimante. Et dans le salon, sur la cheminée, trônait la photo officielle du mariage. Maxime et Anaïs, souriant, Clara dans les bras de son père, Julien fièrement debout à côté d'eux, une famille recomposée par l'amour et la vérité. 6 mois plus tard, Chevalier Industries annonçait le développement d'une nouvelle technologie révolutionnaire dans le domaine des implants auditifs. Fruit du travail conjoint d'Anaïs et de l'équipe de recherche, Clara fut la première enfant au monde à bénéficier de cette innovation, qui promettait de rendre l'audition à des milliers d'enfants sourds. L'histoire d'Anaïs et Maxime avait commencé dans un café parisien, s'était interrompue par un accident tragique, et s'achevait dans ce même café transformé en temple de l'amour. Parfois, les plus belles histoires sont celles qui nous obligent à attendre, à souffrir, à grandir, pour mieux nous révéler la force de nos sentiments. Parfois, l'amour véritable a besoin du temps et des épreuves pour devenir éternel. Et parfois, quand 2 cœurs sont vraiment faits l'un pour l'autre, ni l'oubli, ni la trahison, ni la séparation ne peuvent les empêcher de se retrouver.